Le luxe fascine, le luxe irrite. Son concept évolue au gré des époques et désormais des générations cibles. Le luxe est devenu le moteur d'une industrie puissante. Ses méthodes, ses tendances, je les vis de l'intérieur, parce que c'est mon métier. Bienvenue sur le podcast L'Horloge à l'heure du luxe. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Le 7 mai dernier, j'ai été invitée à la présentation des lots proposés lors de la session de printemps de Philips Auction. Philips est une maison de vente aux enchères internationale spécialisée dans la création artistique. Elle possède différents secteurs d'expertise. L'art du XXe siècle et l'art contemporain, le design, la photographie, les estampes multiples et enfin, les montres et les bijoux. C'est en 2015 que Philips propose sa première Geneva Watch Auction et depuis, elle a réalisé 2 ventes horlogères en gants blancs. En gants blancs, c'est une vieille expression du monde des enchères qui signifie que tous les lots ont été adjugés et que du coup, les commissionnaires n'ont donc plus rien à ranger. Le succès est au rendez-vous. Il conforte l'approche de Philips qui considère les montres rares comme des objets d'art. C'est peu dire que j'ai hâte de découvrir la sélection des garde-temps de la Geneva Watch Auction numéro 23. 23, un nombre porte-bonheur dans la Chine ancienne, censé apporter chance et fortune. On verra. Je me rends à l'hôtel Président, quai Wilson, face au lac Léman. La salle d'exposition est conséquente. Par les baies vitrées, je vois passer le manège des mouettes genevoises, ces bateaux rouges et jaunes caractéristiques qui traversent la rade. À l'intérieur, amateurs, collectionneurs, futurs acheteurs déambulent dans l'espace ultra sécurisé. Certains ont la mine extatique, d'autres le visage fermé, l'expression impénétrable. Plusieurs dandys conversent sur les canapés. La plus convoitée des banquettes est celle qui accueille Horelbachs, commissaire-priseur star, le seigneur de l'adjudication horlogère. L'atmosphère est plutôt comme ça. Devant les vitrines d'exposition, mon regard s'affole. Il y a quand même tant de montres exceptionnelles réunies en un seul lieu. Je vous dois une précision tout de même. J'ai appelé cet épisode « Montre vintage, vertige des records ». Or, l'intitulé n'est pas tout à fait exact. Pour Horelbachs, le vintage en horlogerie concerne les créations d'avant 1985. Pourquoi 1985 ? Je le cite dans un entretien qu'il a accordé au magazine Europastar. Il y a eu alors une rupture, explique-t-il, quand les ordinateurs ont commencé à jouer un rôle important dans les ateliers avec l'arrivée de la conception et de la fabrication assistée par ordinateur. Avant, on dessinait le mouvement de la montre au crayon et le mouvement ne marchait que sur le premier prototype. Dans cette vente numéro 23, certaines pièces sont clairement récentes, mais elles n'en sont pas moins redoutablement intéressantes. Je passe d'une vitrine à l'autre, d'une pièce extraordinaire à une autre, quand je tombe sous le charme d'une toute petite montre qui me fait de l'œil. Je vous la décris. Un boîtier en or patiné à la forme improbable. Et quand je dis improbable, la crache de Cartier n'a qu'à bien se tenir, parce que ce boîtier-là, il part dans tous les sens.
Rien n'est conventionnel sur cette montre à heure sautante, et déjà, c'est une heure sautante. Elle a donc une façon d'indiquer l'heure qui est à la fois différente et dynamique, et qui ne passe pas par une aiguille traditionnelle. À la place, on a mis une petite fenêtre dans le cadran, et dans cette fenêtre, on lit un chiffre inscrit sur un disque rotatif. Lorsqu'une heure s'achève, le chiffre ne glisse pas lentement, mais il saute brusquement jusqu'au suivant. C'est technique et c'est fascinant. Je reviens à l'esthétique de mon coup de cœur. La fenêtre de la phase de lune est découpée en une sorte de vague un peu alanguie, et la lune elle-même, elle refuse d'être dans un cercle parfait. Et pour une sphère, il faut le faire. Même la fenêtre de l'heure sautante est complètement de guingois, et les aiguilles suivent leur propre logique. Le résultat, c'est une petite montre qui a du vécu, car manifestement, elle a été beaucoup portée, mais elle a une sacrée présence. Attention, spoiler, je ne résiste pas à l'envie de vous donner une information là tout de suite, avant de dévoiler plus loin dans l'épisode les résultats de la vente. Mon coup de cœur, que je viens de vous décrire, estimé entre 60 et 120 000 francs suisses, a trouvé acquéreur pour la somme de 889 000 francs. Je vous laisse faire la division. Sur le marché actuel, les collectionneurs ont développé un véritable engouement pour les montres dites de forme, c'est-à-dire les pièces qui privilégient la forme, les lignes, au détriment du rond. Pourtant, au début des années 1980, au lendemain de la crise du quartz, une telle approche exige une conviction particulière, parce que l'horlogerie mécanique bien sûr, elle lutte pour rester dans la course. Et expérimenter, c'est vraiment pas la voie la plus sûre. C'est un peu perdre son temps, un comble pour l'horlogerie, et puis c'est quasiment la faillite assurée. Or, c'est précisément à cette époque qu'à Milan, Dino et Roberto Falcone choisissent de faire bande à part. Le duo père et fils, horloger et fabricant de boîtiers, produit un petit nombre de montres asymétriques. Leur création s'inspire clairement de la persistance de la mémoire de Salvador Dali, qu'on connaît aussi sous le nom de montre molle. Les boîtiers, les cornes des créations Falcone, s'affaissent comme pris en plein processus de fusion. Les cadrans, eux, tournent en dérision la rigidité du temps pour faire un pied de nez à l'angoisse existentielle et à la peur universelle de la mort. 889 000 francs, soit plus de 970 000 euros. On a frôlé le million. Mais d'autres montres de la Geneva Watch Auction numéro 23 ont franchi la barre symbolique, aussi facilement que Mondo Duplantis joue de la hauteur. Non, je n'ai pas assisté à la vente. J'aurais adoré, mais j'avais des obligations qui m'empêchaient de la suivre sur place et même en ligne. Et quelque part, je voulais la surprise. J'avais misé sur un record et j'avais échangé quelques mots à ce sujet avec la merveilleuse Aude qui gère les médias. Je ne suis pas spécialiste, intéressée par l'horlogerie, oui, beaucoup. Vraiment connaisseuse, non. Mais les montres parlent pour elles lors de l'exposition des lots. Et il faut aussi lire la salle d'exposition. Et les tables où nous, journalistes, nous pouvons demander à voir et même à porter ces pièces inouïes. Il suffit d'indiquer leurs références sur un formulaire et elles nous sont apportées sur un plateau gainé de velours. Et là, c'est un tête-à-tête assez fou. Juste moi et le chef-d'œuvre que j'ajuste à mon poignet. Respire. Viennent s'asseoir à ma table un homme et une femme, jeunes, originaires d'Asie. Ils n'ont rien à faire du cocktail aimablement proposé. Ils veulent une bonne lumière et une loupe oculaire. Dès lors, ils s'enferment dans leur bulle où ne pénètrent, à leur demande, que des montres de poche. Ils les examinent par quart de centimètre carré, ou par millimètre carré pour les plus précieuses. Affaire à suivre, ces montres de poche. Je vous l'ai dit, je ne suis pas allée à la vente, mais dans mon esprit, elle s'est déroulée ainsi.
j'imagine Aurel Bax, le plus fameux commissaire-priseur horloger du monde. Je le vois, flamboyant et coriace. L'étymologie de Aurel établit un lien direct avec l'or. Elle donne à ce prénom une aura lumineuse. Vous avez dit charisme. Je me représente l'ambiance de la salle. De plus en plus survoltée. Je sens la partie serrée qui se noue entre les enchérisseurs présents et les invisibles. Certains ont envoyé leur ordre avec une offre maximale pour ne pas se laisser déborder par leurs émotions. D'autres, en ligne ou par téléphone, vont se laisser gagner par la fièvre. Au final, Philips, en association avec la maison Bax & Russo, signe la vente de montres la plus importante de l'histoire. Je vous livre les chiffres que les analystes du marché secondaire analyseront à froid. The Geneva Watch Auction numéro 23 a établi pas moins de 43 records mondiaux et réalisé le plus important total de ventes aux enchères jamais enregistré. Il s'élève à 74 846 995 francs suisses, soit plus de 96 millions de dollars, soit plus de 81 millions d'euros. 99,6% des lots ont été vendus. 14 montres ont dépassé le seuil du million de francs suisses. On notera aussi une participation mondiale record. Il y avait 1815 inscrits à cette vente. 1815 personnes issues de 74 pays enchérissant en salle, en ligne, par téléphone, et ce, sur plusieurs fuseaux horaires. Le monde de l'horlogerie avait les yeux rivés sur Genève. Le lot phare de la vente a été l'extrêmement rare Patek Philippe South America, qui a atteint 7 961 000 francs après une longue bataille d'enchères. Époustouflant aussi les chiffres réalisés par des montres ou des prototypes d'horlogers indépendants contemporains. Et enfin, un appétit quasi vorace pour les montres de poche. D'ailleurs, qui les achète? Des musées? On me dit que ce sont de jeunes collectionneurs, très jeunes. Aurel Bax et Livia Russo ont déclaré conjointement après la vente. Il y a 30 ans, un chiffre d'affaires annuel de 100 millions de dollars pour un département horloger était impensable. Plusieurs lots ont contribué à ce chiffre phénoménal. Parmi eux, 9 pièces F.P. Journe qui ont établi à elles seules 6 records mondiaux. 9 pièces, 6 records. F.P. Journe
c'est François-Paul Journe. Si l'homme ne s'adoucit pas, avec cette vente, il affermit encore sa légende. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, François-Paul Journe est un homme complexe qui a l'avantage d'être vivant. Il est né en 1957 à Marseille. Il entre, sans nombre d'homologations, en 1972 à l'école d'horlogerie de Marseille puis à celle de Paris. Aujourd'hui, dans une ancienne manufacture située dans l'enceinte de la vieille ville de Genève, il donne naissance à des montres au nom cryptique. Enfin, pour moi, c'est cryptique. Exemple, le tourbillon souverain à remontoir d'égalité. Il dit de lui qu'il est un constructeur. On dit de lui que c'est un horloger français du XVIIIe siècle, mais au XXIe siècle. Et la Gen Z dirait, il a scoré avec cette vente numéro 23. Mais qu'achète-t-on lors d'une vente pareille? Une montre et une histoire. Or, des histoires, il y en avait à chaque page du catalogue de Philips, comme celle de cette Patek Philippe Calatrava au cadran orné de hiéroglyphes égyptiens. Longtemps, ces index hiéroglyphiques ont constitué une énigme. Leur disposition a intrigué les passionnés d'horlogerie parce que cette disposition, elle ne suit pas le schéma traditionnel des index horaires, où les chiffres sont placés tout autour du bord extérieur du cadran. Certains s'y sont cassés la tête. Philips a réussi à percer l'énigme des hiéroglyphes et a découvert un nom, celui du commanditaire de la montre. Un prince qatari qui a occupé le poste de ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine. Il s'intéressait aux objets rares de toute l'Antiquité et manifestait un vif intérêt pour les antiquités égyptiennes. Pour l'anecdote, l'art moderne ne l'enthousiasmait pas, mais c'est quand même David Hockney, le peintre himself, qui a été chargé de concevoir sa piscine. Est-ce important? Non. Jubilatoire? Oui. Et tout cela, on le doit aux enchères. Une vente au cérémonial intimidant, encore souvent associée aux 3D, dette, décès, divorce, qui sont considérées de manière assez pessimiste comme les principales raisons qui poussent à se défaire de ces objets de valeur. Rien de tout cela lors de la session de printemps. Philips, Aurel Bax et Livia Rousseau ont offert une fête à l'horlogerie. Vous prenez? Moi oui. Vous venez d'écouter un épisode de l'horloge à l'heure du luxe. On se retrouve très vite pour la prochaine thématique qui donne le ton du moment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler et à le noter sur Spotify et Apple Podcast. Un 5 étoiles? Oui, pour être à l'heure du luxe. Donnez-moi de vos nouvelles sur le compte Instagram l'horloge podcast. À bientôt!